Ma vision, c'est de faire de la France une nation de propriétaires. Je ne crois pas que dans notre pays actuellement, les retraites seront payées. Et encore une fois, ceux qui le font vraiment, ceux qui sont réellement sur le terrain te le diront tous. La vraie valeur de l'immobilier, ce n'est pas forcément le petit excédent que tu vas chercher tous les mois en faisant toutes les stratégies les plus folles et inimaginables qui vont te bouffer du temps que tu n'as pas intégré dans ton calcul de rendement. Mais c'est vraiment le fait que tu as une dette qui est remboursée par un locataire et la dette a été prêtée initialement par le propriétaire. Quand je dis à ma mère combien je dois aux banques, elle pète un câble. Mais parce que c'est une éducation francophone, il ne faut pas que tu doives de l'argent, il faut que tu rembourses ce que tu dois. Nous, les Français, on a un problème de marketing. On ne sait pas marketer les produits. Personne n'a peur de prendre un leasing d'une voiture. Une location-vente. Oh, location-vente, c'est merveilleux. Je loue si j'ai envie et puis si je veux, j'achète. Mais nous, on a appelé ça de la dette. Ah, la dette, c'est pas bien. Tu perds de manière sûre de l'argent sur un leasing et une location-vente et tu gagnes de manière sûre de l'argent sur de la dette. C'est qu'une question de marketing. Donc nous, on a appelé ça la dette et donc ça nous fait peur. La personne qui prend plus de risques dans une boîte, c'est celui qui l'a créé, l'entrepreneur par exemple. On a un peu parlé avant ça d'entrepreneuriat. C'est un peu ce que j'appelle un OG, Old Gangster, celui qui était là depuis longtemps, 15 ans. Moi personnellement, je suis dans l'entrepreneuriat depuis 3-4 ans et je te dirais que c'est vraiment maintenant que je commence vraiment à en comprendre l'essence. Il y a ce qu'on voit sur Instagram, les highlight reels, la Roro, la grosse voiture. Puis il n'y a rien de mal à ça. Le but de travailler dur, c'est de pouvoir s'offrir ce genre de choses, s'offrir des plaisirs, que ce soit passer du temps avec ceux que tu aimes ou conduire un véhicule de luxe qui te fait plaisir. Mais on est un peu dans une génération aujourd'hui qui est beaucoup dans l'apparence et très peu dans le fond. Beaucoup des gens qui sont plus, qui font plus enseigner que pratiquer. Tu sais, le fameux dicton fake it till you make it. T'es fake. Tu fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette nouvelle vague d'entrepreneurs qu'on a aujourd'hui sur Internet? Au début, j'étais très critique à leur propos. Vraiment, j'étais hyper critique. Je les défonçais. Dès que j'avais l'occasion de balancer leur blase et de les défoncer, je le faisais. Et aujourd'hui, je me suis calmé parce qu'en fait, j'ai compris que ce n'est pas des entrepreneurs. C'est des publicitaires, c'est des influenceurs. C'est des influenceurs. C'est-à-dire qu'on prend un type comme Christopher Wengen, par exemple. Il aurait pu vendre des crèmes pour le visage, mais il a choisi l'immobilier. Donc, ils vendent de l'immobilier comme ils vendent de l'influence. Et en fait, ça fait des hommes d'affaires. Hein. C'est des hommes d'affaires. Mais ils ne sont pas dans l'immobilier. C'est des publicitaires, c'est des mannequins, c'est des influenceurs. Donc, ce que je pense, c'est que tu sais, entrepreneuriat, c'est un mot qui est à la mode en ce moment. Ce n'est pas des entrepreneurs. C'est des freelances, quoi, qui font de l'oseille. Très bien, enfin, je veux dire, fine, mais ce n'est pas des entrepreneurs. Un entrepreneur, il y a une vision, il y a une volonté de créer quelque chose pour répondre à un besoin que le monde a, ok, et d'emmener des hommes avec soi. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est, je vois un manque sur un truc, je crée quelque chose pour répondre à ce manque-là, et je le fais avec une équipe et je lead des gens avec ce truc-là. Quand tu fais des stories et que tu vends, je ne sais pas, une formation, le monde n'avait pas besoin de ça, tu fais juste des affaires, c'est fine, c'est très bien. C'est très bien, c'est pas mauvais, je critique pas. Mais c'est pas de l'entrepreneuriat, t'es un freelance. Du coup, pour toi, c'est quoi un entrepreneur? Comment en plus là, tu m'as dit que tu avais une activité où tu trouvais des boîtes, tu les reprenais, tu les redressais. À quoi tu reconnais un bon entrepreneur? Oh, vraiment, de manière certaine, c'est à quelqu'un qui a une vision. Vraiment. Une vision, c'est pas forcément un truc incroyable qui change le monde. Hein. Vouloir faire la meilleure pizza de son quartier, c'est une vision. Hein. Tu vois, voilà. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est ému par une mission, qui a une mission et qui va se donner les moyens de parvenir à cette vision. Et après, il y a plein de chefs d'entreprise qui n'ont pas de vision particulière, qui veulent faire du cash parce qu'ils veulent travailler à leur compte. Il y a plein de types qui disent « mais moi, je suis entrepreneur parce que je n'avais pas envie de rendre des comptes à personne » et qui font un truc, qui ne cherchent même pas à le faire mieux que les autres ou quoi, qui font leur taf. Et c'est très bien. C'est-à-dire que je ne suis même pas voilà, mais tu me demandes un entrepreneur, pour moi, un entrepreneur, il a une vision. Et il va tabasser jusqu'à la faire. Tu vois, moi, par exemple, dans mon industrie, dans l'immobilier, il y a tout un tas de types qui sont des chefs d'entreprise, qui ont des agences immobilières, parce qu'ils ont commencé par travailler dans l'immobilier. Ils ont fait leur petite vente. Ils se sont dit, putain, je donne une partie de la com à ce type-là qui fait rien, parce qu'en fin de compte, je sais tout faire tout seul. J'ai un peu d'argent de côté.
Je vais ouvrir mon agence. C'est très bien, c'est des chefs d'entreprise. Ils peuvent même mieux gagner leur vie que moi. Aucun problème. C'est des chefs d'entreprise. Voilà. Moi, je veux faire de la France une nation de propriétaires. C'est ce qui fait de moi un entrepreneur. Ça fait pas de moi quelqu'un de meilleur. Ça fait de moi quelqu'un qui veut faire de la France une nation d'entrepreneurs. Et le moyen pour y parvenir, je vais tout faire pour y parvenir. Si c'est de vendre de l'immobilier, c'est de vendre de l'immobilier. Si demain, c'est de faire une émission de télé, c'est de faire une émission de télé. Si demain, c'est écrire des livres, c'est écrire des livres. C'est en ça que je fais une diff, tu vois. Je sais pas si c'est très clair. Non, c'est très clair. Mais c'est vraiment moi ce que je ressens, tu vois. Ok. C'est quelqu'un qui a une vision, qui fait tout pour y arriver. Et du coup, Qui a un why même, parce que la vision, ça va souvent avec le why, tu vois. Il n'est pas dirigé par l'argent qu'il va gagner, il est dirigé par ce qu'il veut accomplir. Tu vois, on prend encore l'exemple d'Anthony Gourmand. Pour moi, c'est un financier. C'est pas une insulte, ok. C'est un chef d'entreprise, il veut faire de l'oseille, c'est sa vision, il veut faire de l'oseille pour lui. On prend Simoncini, je ne sais pas si tu connais, voilà. Lui, c'est un entrepreneur, il a une vision. Toutes les entreprises dans lesquelles il investit, c'est pour réduire l'impact écologique. Ils font le même oseille, hein. Il veut scaler pareil, il veut marger pareil, mais il a un truc, lui, derrière ça, c'est qu'il va investir que dans des entreprises avec lesquelles, où il y a un message auquel il adhère. Tu vois la diff ou pas? ouais, je vois la diff. Du coup, c'est quoi ton why? Parce que là, pourquoi tu veux faire des Français une nation de propriétaires? Tu as parlé brièvement de la retraite, mais c'est quoi le driver qu'il y a derrière? Bon, d'abord, je suis patriote, je suis français, je suis fier, je suis content. Tout le monde pense que patriote, c'est un truc de facho. Non, je vais même te dire, je crois que je suis un des seuls entrepreneurs de gauche que je connais. Enfin, si tu checkes les livres et si tu checkes les trucs... J'aurais juré que tu étais de droite. Ben, tout le monde jure ça, mais personne ne me connaît, mon frère. J'aurais juré que tu étais de droite. Mais allez, je me casse. mais je sais, c'est parce que les gens sont parce qu'on a des fausses croyances. On parle d'oseille, on est de droite. Voilà. Des idées préconçues. Ouais. Moi, je crois vraiment que les gens vont être en galère et moi, j'ai très, très peur de me retrouver vieux, sans le sou, euh, à devoir compter chaque chose, à pas pouvoir aider mes enfants, etc. Donc, moi, vraiment, c'est ça mon why. Mon why, c'est que je veux sécuriser les miens, ma famille, et je veux que mes clients ils puissent sécuriser les leurs et leur famille parce que je n'ai aucune confiance dans les types qui foutent leur gueule sur des affiches. Et c'est ça qui est complètement fou en France. Ça veut dire que tu demandes aux Français, est-ce que vous avez confiance en politique? 95% des Français te disent, mais non, c'est bien qu'ils nous mentent. On sait, ok. Mais il te dit que tu vas avoir ta retraite et tu le crois. Oh bah, oh oui, c'est vrai, je me suis pas posé la question. Et c'est complètement fou. C'est complètement schtarbe. C'est-à-dire que le type, il vote pour quelqu'un, il sait pertinemment que ce quelqu'un ne fera pas le programme qu'il a vendu, mais tout va bien, quoi. Mais pourquoi les gens ne se prennent pas en main? Parce que moi, des fois, ce que j'enseigne dans mes programmes, c'est exactement ce que j'ai fait. Je considère que j'ai été chanceux. Chanceux dans le sens où je vois qui je suis aujourd'hui et qui j'étais quand j'étais en France. Au début, je pensais que ça avait beaucoup à voir avec l'environnement, le fameux plafond de verre. On a touché rapidement là-dessus, on reviendra, tu as parlé de quotas et tout ça, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Mais j'ai réalisé qu'avec le temps, la vraie différence, c'était pas vraiment l'environnement, mais d'abord la personne que je suis devenu, ou les gens que j'avais autour de moi, les livres que j'ai lus, les personnes que j'ai rencontrées, mais aussi un système bancaire qui m'a permis, très honnêtement, de m'enrichir grâce à l'immobilier. Et c'est ce que j'essaie de partager aux gens en leur disant, écoutez, on peut vous enseigner tous les calculs du monde, marchand de biens, location courte durée, mais à la fin de la journée, la seule façon pour vous de ne pas être en stress quand vous allez être à la retraite, c'est de détenir un véhicule. Peu importe comment on l'appelle. Moi, personnellement, je connais l'immobilier, mais ça peut être la bourse, certains vont mettre dans les crypto-monnaies, certains vont faire, peu importe. Mais à la fin de la journée, si tu n'as pas un véhicule financier qui est là pour que ton argent grandisse, et grandir, ça peut juste vouloir dire ne pas perdre de la valeur, on en a parlé tout à l'heure, tu vas te casser les dents quand tu vas arriver à la retraite. Et des fois, j'arrive dans des conversations où je me dis, mais je parle à des gens, mais
soit je manque d'empathie, soit je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas qu'on est dans un système de dupes, que le système des retraites qu'on nous vend est un système de dupes. Comment tu fais pour que les gens, ou en tout cas dans ta mission, comprennent ce qu'il y a derrière? Et c'est peut-être une question de marketing, comme tu l'as dit, mais des fois, j'ai du mal à percer justement ce mur de gens, des fois des proches, des amis. Alors d'abord, c'est que du marketing. C'est que du marketing. Parce que regarde, d'abord, c'est pas qu'ils ne le comprennent pas, ils le comprennent. Ils t'écoutent, ils le comprennent. Ils ont une difficulté à passer à l'action. Moi, je comprends que fumer, c'est mal. Je le comprends. Je sais que ça me fait du mal. Et pour autant, je continue de fumer. On pourrait se dire, mais putain, mais je comprends pas. Tu le sais que c'est mal. Tu as compris que c'est mal. Ouais, mais pourquoi tu fumes? Ah, bah ouais. Bah parce qu'en fait, l'homme, il est un peu feignant. Il est un peu peureux. Il est un peu lâche. Et que c'est pour ça qu'il passe pas à l'action. Alors moi, mon moyen de faire passer les gens à l'action, c'est de ne plus être dans le jugement. C'est-à-dire de ne pas juger. De ne pas juger, d'essayer de lever les barrières. De lever les barrières de chaque blocage qu'ils peuvent avoir. Mais je réussis pas spécialement. Donc aujourd'hui, moi, ma stratégie, c'est d'avoir le plus de notoriété possible, que ce soit sur les réseaux, sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Et de passer mon message, si tu veux, au plus grand nombre comme ça. Mais il y aura toujours des gens qui ont des blocages et ne sois pas si fier de toi. Je m'explique. Parce que toi, tu n'as pas eu de blocage pour investir dans l'IMO, mais ça se trouve, tu as eu des blocages pour autre chose. Ah, j'en ai eu énormément. Non, mais tu vois, si ça se trouve, il y a un type qui va te dire, mais je comprends pas. Tu fais ce truc-là, c'est pas bon pour ta santé. Je comprends pas comment tu ne passes pas à l'action. Et il se pose les mêmes questions que toi, tu te poses à son propos sur l'IMO, lui, il se les pose sur autre chose. Donc, en fait, on a tous nos blocages. Généralement, c'est dès que ça doit nous faire sortir de notre zone de confort, et ben, c'est plus dur de le faire. La différence entre les gens ordinaires et les gens extraordinaires, c'est la capacité à se pousser à faire quelque chose, tu vois. Moi, par exemple, grande phrase de branleur, hein, écoute bien, retiens bien, je sais que je suis une personne extraordinaire. Pas extraordinaire au sens génial, extraordinaire, c'est-à-dire que moi, je sais que je tire des feedbacks sur chaque chose, que ça soit positif, négatif, et je me force, je me pousse à être un homme meilleur selon moi, selon mes critères de valeur. Je me force à être un homme meilleur. Je me force à faire en sorte que ma femme ait le sourire. Je me force à lui faire des surprises. C'est écrit dans mon agenda parce que je sais que sinon j'oublie. Je me force sur certaines choses. Les gars, vous méprenez pas. Je suis pas en train de... Il y a 1000 trucs sur lesquels ça va pas. En revanche, je vois par rapport à mes amis et mon réseau que j'ai une capacité. C'est plus facile pour moi de changer des choses. J'arrive plus facilement à changer des choses. C'est une chance extraordinaire que j'ai. Il y a quelque chose que je veux pointer du doigt, c'est... Puis c'est pour ça, je pense que tout le monde dans sa vie devrait voyager, parce que ça permet vraiment de comparer les cultures et de voir des différences. Encore une fois, je fais pas du French bashing parce que j'adore la France. Je me considère plus français que béninois parce que j'ai vraiment grandi ici. Mon adolescence, la partie où est-ce que je me suis construit, c'est principalement faite ici, même si je suis né dans un autre pays. Donc, je me permets des fois de critiquer ce à quoi je m'apparente. J'ai noté... Ce que tu fais aujourd'hui, David, c'est quand même très lourd comparé à d'autres personnes. Donc, tu as quand même accompli beaucoup de choses. Je n'ai pas retenu le chiffre que tu m'as dit tout à l'heure, 42 000, c'est énorme en termes de volume de transactions potentielles. Et pourtant, tu as cette humilité de dire que tu n'es pas extraordinaire. Ou d'être un peu mal à l'aise quand tu le dis. Je compare beaucoup le monde anglo-saxon, nord-américain à l'européen. On est beaucoup plus ici, je te dirais, un peu timide, un peu conservateur. Alors qu'en Amérique du Nord, tu as vécu aux US, on est plus dans les extrêmes. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu aussi des fois la clé du succès, le côté un peu américain, raw, raw, let's go, let's do it, puis on se lance, puis on avance? D'abord, les gens, ils me considèrent comme quelqu'un de humble ou calme quand ils me voient en vrai. Pas quand ils me voient sur les réseaux ou sur les émissions de télé ou quoi. Eh oui, mais c'est toute la diff. C'est que moi, je suis d'accord. Y a un truc qui est horrible en communication, c'est celui qui dit qui est. Tu dis que tu es le meilleur, tu deviens le meilleur, même si tu n'es pas le meilleur. Donc moi, mon personal branding, il est très agressif.
Et franchement, je connais pas un mec qui est plus agressif que moi dans la manière d'être, dans la manière de se comporter. Donc, c'est juste que c'est mon travail. C'est pas ma personnalité. Moi, ma personnalité, je suis un mec calme. Tu demandes à 10 followers à moi, à votre avis, c'est quoi les week-ends de Broman? Et ils te disent, bah alors je suis sûr qu'il part en jet à Monaco, qu'il sniffe des rails de coke sur le cul des meufs. Et frérot, mon week-end à moi, c'est que je vais au sport et je dors à 22h. Mais c'est mon personal branding. Et là, je dis même pas un secret. Hein. Sur mes vidéos, on le voit. Moi, tu me verras jamais prendre en photo mon plat. Non, moi, c'est du travail, frérot. Mes vidéos, il y a une date de tournage, elles sont montées, elles sont trucs, c'est mon personal branding, c'est pas moi. Moi, je suis pas comme ça. Donc, je sais que c'est important, ce truc-là. Je l'ai appris aux États-Unis de montrer les muscles. C'est moi, ok? Donc, je le fais parce que c'est nécessaire pour mon travail. Mais c'est pas moi. Okay. Moi, je suis calmos, moi. Moi, j'aime écouter. Enfin, tu vois? Donc, c'est intéressant. Revenons sur la partie entrepreneuriat, sur la partie blocage. J'ai quelqu'un de très proche de moi qui vient d'arriver au Canada, puis je lui expliquais que justement, il faut qu'on travaille sur ta retraite. Viens, je vais te montrer comment. C'est de la famille, donc je te prends par la main. Tu as tous les avantages de la connaissance que j'ai et aussi de l'expérience que j'ai. Donc, tu vas passer à travers vraiment un chemin le plus facile. Pas facile, mais en tout cas avec moins d'embûches parce que justement, je suis déjà passé à travers. Et c'est vrai qu'au début, il y avait un peu de blocage, mais avec le temps, avec la méthode, ça finit par justement être levé. Aujourd'hui, cette personne est en train d'aller de l'avant. Quand tu parles d'enlever les blocages, il y a ta communication, il y a ce que tu fais en ligne. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais d'autre pour vraiment aider ta communauté, les gens qui te suivent? Alors, c'est difficile pour moi de te répondre parce que c'est la clé de mon succès. Enfin, je veux dire, tu es en train de me demander la recette de comment on fait pour vendre plus. En vrai, c'est ça que tu me demandes. Enfin, je veux dire, c'est pas, je sais bien que c'est pas conscient, mais tu es en train de me dire comment tu arrives à lever les blocages. Donc, pourquoi mes équipes de vente sont meilleures que mes concurrents? Ça, c'est compliqué pour moi de te répondre. En revanche, je peux te donner des indices. Mes indices, c'est que, comme n'importe quel entrepreneur, j'ai listé les blocages qui, selon moi, peuvent avoir lieu dans la tête d'un Français avant d'investir. Quels sont tous ces blocages? Et j'ai essayé de répondre à ces blocages, soit par des solutions technologiques, soit par des solutions d'intelligence artificielle, soit par des scripts de vente, ok, pour faire en sorte que l'ensemble des sales de ma boîte, quand ils ont Monsieur Martin qui a un blocage, quand Monsieur Martin parle à un mec de chez Stéphane Plaza ou de La Forêt, normalement, il reste avec ses blocages. Quand il parle à un type de chez Broman & K, ces blocages, ils sont envolés. Mais on a beaucoup investi pour envoler ces blocages. Beaucoup investi. Ça peut passer par, je te dis n'importe quoi, un truc que tout le monde fait comme ça, je te livre pas de secret. Par exemple, un plan 3D. Avant, il n'y avait pas de plan 3D. Maintenant, on a fait des plans 3D pour que les mecs ils se repèrent mieux et que ça leur facilite l'accès à la vente. Un truc qui a été fait, c'est le délai de rétractation. Le délai de rétractation, ça a été fait pour lever les blocages. Bon, bah, toi, tu peux augmenter ton délai de rétractation, par exemple. Tu vois, il y a un truc qui a été fait à Londres, par exemple. Pareil pour lever ces blocages, c'est la location-vente. Quand on parlait du leasing, bah là, ils l'ont fait pour un appartement. Tu loues. Et si tu veux l'acheter, eh bah, tu as un fort discount sur le truc. Bon, bah là, le type, il dit, bon, bah, je prends pas de risque. De toute façon, je loue. Donc, je continue de louer. Si jamais je me chauffe, voilà. Donc, il y a tout un tas de trucs. Je peux pas les énoncer maintenant parce qu'en fait, les énoncer maintenant, c'est juste donner ma recette de comment on vend plus. J'espère que tu le comprends. Ah, 100%. Mais déjà, les points que tu m'as apportés sont intéressants. Parce que là, du coup, on a parlé un peu du français que tu veux amener à la propriété pour justement l'aider. Je te montrerai d'ailleurs les trucs si tu veux, hein, à toi, pour que je dis comment je lève les blocages. Parce que pour moi, c'est un virage que je suis en train de prendre. J'ai commencé par la partie éducation. Puis après, j'ai fait la partie un peu... J'ai 3 divisions, donc éducation, transaction et syndication. Éducation, c'est que je donne la connaissance, donc je vends des formations. Mais dans les gens qui achètent ces formations-là, il y a des gens après qui veulent acheter. Et aujourd'hui, ce que je faisais beaucoup, c'est que je les accompagnais pour acheter, mais j'avais pas vraiment, je ne le faisais pas moi-même. Je l'envoyais à des agents d'immeubles, à des courtiers immobiliers. Et la partie syndication, c'est que des gens qui ont acheté, qui ont fait du cash, ils ont 200, 300, 400 000, ils veulent investir dans un projet. Et ils me disent, Uriel, je pourrais le faire par moi-même, mais tu as des projets qui sont peut-être plus intéressants, est-ce que je peux investir avec toi? Et donc, c'est là maintenant qu'ils vont investir dans un projet avec moi
qu'il n'aurait jamais pu faire tout seul parce qu'il est trop gros, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, si tu as vécu aux États-Unis, la syndication, c'est quand tu trouves des opportunités, tu trouves des investisseurs, tu mets le tout ensemble et tu montes un projet immobilier. Un club deal, on appelle ça en France. Est-ce que ça te parle? Non, ça ne me parle pas. C'est ce qu'on appelle un LP et un GP. Donc, moi, je suis General Partner, puis eux, c'est des Limited Partners qui amènent le... et je structure la transaction. Maintenant, il y a la partie transactionnelle, donc on va dire vendre des biens, que je faisais beaucoup moins aujourd'hui. Mais je pense que je veux un peu plus m'aligner vers ça pour 2 raisons. Parce que toute la partie formation, ça prend beaucoup de temps, mais ce n'est pas là où j'ai le plus de joie ou c'est pas ce qui nourrit le plus mon âme. Pourquoi? Parce que sur un programme de formation sur 100 personnes, il y en a peut-être 80 qui ne vont même pas ouvrir la formation que tu vas leur donner. Et du coup, forcément, qui ne vont pas avoir de résultats. Les autres vont le faire. Et donc, je me dis, mon but, quelque part, c'est de vraiment aider les gens. Mais ce qui est intéressant dans la partie éducation, c'est qu'elle permet par contre de filtrer avant d'aller dans la partie transaction. Je m'explique. Quelqu'un qui a suivi mes programmes, par exemple, où est-ce que je lui ai expliqué comment investir en immobilier, quand on arrive pour acheter un bien, ben, il y a moins d'hésitation, il n'y a plus de blocage. Moi, ma sauce pour enlever les blocages, c'est de former les gens. Parce qu'une fois qu'ils sont formés, qu'ils sont éduqués, ils ont moins de difficultés à prendre une décision. Quand je te dis que tel bien, c'est un 8%, tu ne discutes pas sur 8% parce que tu l'as calculé toi-même. Moi, c'était mon approche pour aider les gens à enlever les blocages. Et donc là, maintenant, ce que je fais, je suis en train de faire un gros virage. Oui, mais sur des biens que tu leur vends. Ce n'est pas des biens qui sont à moi, en fait. C'est des biens qui sont sur le marché. Oui, mais tu as une com si tu leur vends. Oui. Alors, un truc que tu peux faire, par exemple, pour lever les blocages. Après, il faut voir si le business model répond, parce que toi, tu as un objectif d'aider les gens et tu as aussi un objectif de gagner ta vie, tu vois. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Non, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, si les gens payaient un abonnement, je te dis n'importe quoi, 400 balles par mois, 100 balles, 10 balles, je m'en fous, tu verras ton prix. Et qu'en fait, quoi qu'il arrive, tu fais ce travail d'agent immobilier, mais ta rémunération, elle a été définie avant. Décorrélée de la transaction. Et dans ce cas-là, de manière certaine, tu lèveras des blocages. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas t'empêcher de dire, mais de penser, et en plus, ils ont raison de le penser. Si à un moment, tu as un immeuble à vendre et que tu prends 200 000 euros de com sur cet immeuble, forcément, dans ton argumentaire commercial, il y a ce fait qu'il y a les 200 000 euros de l'autre côté. Et donc, peut-être que tu n'aurais pas donné le même conseil si la com de 200 000 euros, en fait, on te l'avait déjà payé, tu l'avais peut-être même déjà dépensé. Donc, tu vois, la règle de toutes les façons, c'est de se mettre à la place du client, tirer des feedbacks des clients et leur dire, par exemple, souvent, on tire des feedbacks des clients qui ont acheté. Parce que, encore une fois, c'est notre zone de confort. Alors, vous avez été satisfait de votre achat? C'est ce que font toutes les boîtes. C'est des cons. Il faut tirer le feedback des gens qui n'ont pas acheté. Pourquoi vous n'avez pas acheté? Mais ça, on le fait rarement. Je dirais que c'est justement parce que je les forme qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Je m'explique. Dans les programmes où est-ce qu'on les accompagne, ils nous payent un certain montant pour qu'on les accompagne. D'accord? Et aujourd'hui, ce que je fais, ce n'est pas moi qui fais la transaction. C'est des gens, ils auraient payé un David, ils auraient payé un Kevin, peu importe, ils auraient payé quelqu'un pour faire la transaction. Mais parce que justement, ce n'est pas moi qui fais la transaction et c'est moi qui les conseille, je suis indépendant de la transaction et donc je peux les accompagner en leur disant, moi, je ne fais pas d'argent sur la transaction, donc achète ce bien-là parce que ça répond à la formation. Justement, maintenant, je fais le virage. Donc, je peux faire le virage. Pour l'instant, je ne le fais pas. Et tu as raison, quand le virage sera fait, il pourrait y avoir une apparence de conflit d'intérêt. Mais qu'il y aura. Mais justement, après, on parle de conflit d'intérêt, tu vois, c'est aussi des mauvais mots marketing de France, tu vois, conflit d'intérêt, ça te met tout de suite dans une position de, tiens, un potentiel arnaqueur. Ok. Non, mais nous, on fait des affaires, donc on a l'habitude d'entendre ces mots, mais pour quelqu'un, par exemple, on parlait de blocage, conflit d'intérêt, frère, c'est pas des mots sympas, quoi. C'est un conflit, quoi, tu vois. Non, mais tu vois, c'est pas un mot sympa. Mais de manière certaine, tu verras quand tu vas faire cette mutation, tu auras l'argument d'un type qui te dit oui, bon, bah, toi, évidemment, tu veux que j'achète, t'as une com sur le truc. Ou il le pensera. Mais tu vois, c'est intéressant qu'on en parle parce que le virage se fait en 2 phases. C'est qu'une fois que j'ai viré vers la partie transactionnelle, je ne ferai plus la partie éducationnelle. Et la partie transactionnelle, ce n'est pas moi qui vais le faire en direct, c'est avec mes équipes. Donc là, au fait, je vais commencer à faire exactement ce que tu fais aujourd'hui, qui est de dire, il y a des biens, je vais vous aider à faire de l'acquisition, je vous accompagne pour faire l'acquisition.
Mais c'est pas exactement ce que je fais aujourd'hui. Bah, viens, je te parle de ce truc-là. Tu pourrais me renvoyer dans les cordes. Tu pourrais me dire, mais ok, Coco, tu me dis ça, mais toi aussi, tu fais ça. Tes agents. Bah, sauf si tu me dis que ton modèle est différent, sauf si j'ai pas Mais bien je compris ton vais modèle. t'expliquer mon modèle. Enfin, je te l'ai expliqué, mais peut-être que tu vas mieux le comprendre maintenant. Moi, j'ai 42 000 biens. Et c'est toute la diff. Parce que quand moi, il y a un mec qui dit à un de mes sales, un client qui dit à un de mes sales, ah ouais, mais vous voulez la com. Madame, j'en ai 42 000 des biens. Donc, oui, bien sûr que je veux la com. Je me cache pas du tout sur le fait qu'on veuille la com. Évidemment. Mais par contre, que tu achètes celui-ci ou celui-ci, moi, j'en ai rien à foutre. Dans les deux cas, il y a une com. Donc, en fait, c'est le fait d'avoir un portefeuille de 42 000 biens qui permet à mon client de lever le doute parce que, en effet, quand il parle à Damien, qui est vendeur chez moi, il sait que Damien, il veut la com, mais il va l'avoir quoi qu'il. Donc, puisqu'on a 42 000 biens. Donc, si Damien lui dit que ce bien-là, il est bien, on va le croire, puisque de toutes les façons, s'il est pas bien, il en a d'autres à me proposer. Est-ce que tu vois la différence C'est la entre... même chose de mon côté. En Ben fait, non, toi, tu as un bien à lui non, j'ai proposer. pas de billes. En fait, c'est peut-être là où est-ce que peut-être que le marché est différent, mais au Canada, il y a deux côtés. Il y a ceux qui représentent les vendeurs et ceux qui représentent les acheteurs. Donc, quelqu'un qui représente, David représente un vendeur. David va aller frapper chez un vendeur. Bonjour, je veux vous aider à vendre votre bien. Donnez-le-moi et maintenant, je le présente au marché. Uriel représente l'acheteur. Ah, j'ai vu le bien qui était mis en vente par David pour un client. Mon client vient, on l'achète. C'est pas ça. Moi, je ne vais pas voir les vendeurs. Donc, je n'ai pas de bien qui est à moi. C'est vraiment, j'ai accès à tout le Ouais, c'est le marché. MLS. Comme, Exactement, c'est comme un MLS. Et je dis à mon client, on a 20 biens actuellement. J'ai une amie actuellement que j'aide à acheter. Debo, on a 20 biens achetés aujourd'hui. t'as Moi, compris. de tout cela, je pense que celui-là est le plus Non, mais intéressant. tu as raison. Tu es dans le système de MLS. Moi, je t'ai parlé comme si tu étais un Français. Effectivement. Mais non, mais bien sûr, excuse-moi, tu as raison. Mais en effet, pour un Français qui a agent IMO traditionnel, ça marche pas parce qu'en fait, nous, il n'y a pas ce système-là, ce qui est stupide. Il n'y a pas ce système de MLS. Et c'est pour ça que, en fait, moi, mon truc des 42 000 biens, ça rejoint un peu le système des MLS. Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai oublié que tu étais en Amérique du Nord. Et OK, donc forcément, ça. Pour ceux qui nous écoutent, MLS, c'est multi quelque chose service. En gros, c'est une grosse base de données où est-ce que tous les biens qui sont à vendre sont répertoriés et tous les agents d'immeubles peuvent ramener leurs clients en leur disant voici tout ce à quoi on a besoin, mais nous, on pense que d'après notre expertise, voici où tu devrais aller. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que justement, quelque part, il y a un peu quelque chose qui me dérange dans la partie en ligne, dans le sens où je pense que c'est nécessaire, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont juste pas la personnalité pour être en mesure de tirer la valeur de ce que tu peux leur donner à travers une formation en ligne et prendre des actions. Tu sais, il y a trois modèles. Il y a je le fais par moi-même. Le deuxième modèle, je le fais avec quelqu'un. Et le troisième modèle, on le fait pour moi. Je le fais par moi-même, c'est ça les formations. C'est je te donne accès à la connaissance, vas-y. Mais il y a des gens qui ont besoin vraiment qu'on leur prenne la main et justement qu'on enlève les blocages. Juste le fait de dire à quelqu'un, regarde, tu dois faire étape 1, étape 2, étape 3, ils vont quand même pas y arriver. Parce que ça prend d'avoir quelqu'un, un conseiller. Et c'est ça, au fait, mon positionnement, ça va être de devenir un conseiller, un trusted advisor. Quelqu'un qui est là, en qui tu as confiance. Pas un conseiller bancaire qui veut juste te vendre une assurance vie, mais un conseiller qui est là pour t'accompagner dans ton cheminement pour que tu ailles vraiment vers, et j'aime pas ce mot liberté financière, mais vers une sécurité financière parce que tu auras investi dans un véhicule. C'est un peu ça mon approche aujourd'hui. Donc, c'est quand même intéressant de voir ce que tu fais parce qu'il y a des choses dont je peux m'inspirer. Bien sûr, bien sûr. Et tout à l'heure, tu as parlé d'un véhicule financier, quel qu'il soit. Tu as dit immobilier, actions, bourse, crypto, etc. Je veux juste dire quand même aux gens qui nous écoutent que c'est ton backup, ce truc-là. Le véhicule financier dont tu parles, c'est ton backup à la fois pour la retraite si tout se passe bien, mais aussi en cas de coup dur si ça se passe pas bien jusqu'à arriver à la retraite. Donc, avoir un backup qui est à risque, faut vraiment faire attention. C'est-à-dire que j'attire vraiment votre attention sur ce truc-là. Si vous mettez, je vous dis n'importe quoi, 500 balles de côté sur des trucs à risque pour qu'à la fin de la retraite, tes 300 000 euros, ils représentent 30 balles parce que c'est possible sur des actions, sur les cryptos. Voilà, j'attire votre attention que c'est un backup, c'est une sécurité. Donc, essayons d'investir sur des trucs safe en ce qui concerne sa retraite. Hein, en ce qui concerne ça. Si après, toi, tu as envie d'investir 10% de ton patrimoine sur des trucs à risque, sur de l'art, sur des cryptos, parce que tu y crois, parce que tu as envie, parce que ça te plaît, grave, fais-le. Mais ton backup,
essaye de le sécuriser. Tu vois, Madoff, par exemple, les gens qui ont investi chez Madoff, c'était vraiment pour leur retraite, pour leurs enfants, etc. Bon, ben, ils se sont fait complètement arnaquer. Alors certes, c'est Madoff qui les a arnaqués, mais de toutes les façons, c'était sur des valeurs qui étaient extrêmement volatiles. Donc, il faut faire attention à ce Et truc-là. des rendements qui ne faisaient pas de sens. Tu l'as dit tout à l'heure, si le marché est à 5% et qu'on t'offre quelque chose à 20%, ça peut être une anomalie, mais ça peut aussi être une arnaque, quoi. Et quand c'est pas une arnaque et que c'est une anomalie, c'est du risque. Ouais. Personnellement, j'ai un avis un peu différent parce que je ne connais pas assez la crypto, je ne connais pas assez la bourse. Ce que je connais et en quoi j'ai confiance, c'est l'immobilier. Et c'est pour ça mon backup à moi, il est à fond dans l'immobilier. Je ne te dis pas que je commence à regarder la bourse parce que ça reste quand même quelque chose qui, au fil des années, est quand même assez stable et qui monte. Si tu as une vision sur le long terme, si tu as une vision sur le court terme ou à la journée, comme ceux qui te vendent du day trading, excuse-moi, c'est de la merde, donc tu vas te faire avoir. Mais si tu as une vision sur le long terme, ça peut être intéressant. Les cryptos, personnellement, je ne touche pas à ça. Il y a encore quelques temps, je pensais que c'était de la merde. Je t'avoue que je n'ai pas totalement changé d'avis. Mais je reste ouvert à l'idée. Mais aujourd'hui, je ne connais pas assez pour... Et je ne veux pas m'éduquer là-dessus, très honnêtement. Il y a tellement d'autres choses que je veux apprendre avant d'apprendre les cryptos. Donc, je ne touche pas à ça pour l'instant. Mais je suis d'accord avec toi que l'immobilier, c'est la chose la plus sécuritaire. C'est l'offre et la demande. On en aura toujours Non, besoin. mais même sur les actions, Mais quand le tu parlais reste, du marché actions, c'est intéressant ce que tu dis, mais les actions qui sont safe et qui, dans le temps, continuent de grandir, etc., c'est des actions qui t'emmènent à un rendement pas très loin de l'immobilier. Donc, en fait, il y a, il y a pas de recette miracle, malheureusement. C'est-à-dire que si tu veux, heureusement. je sais pas, mais en tout cas, si tu veux t'enrichir vite, tu dois prendre beaucoup de risques. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. La crypto-monnaie, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est même pas le débat. C'est juste que c'est extrêmement volatile. Que tu le veuilles ou non, c'est extrêmement volatile. Donc, tu peux t'enrichir très vite avec les cryptos. Je pense que c'est quelque chose qui, à terme, va encore se développer et que ça sera bien. Mais moi, je veux même pas émettre de jugement. Je veux juste dire, ton backup doit être safe. Si ton backup, il est pas safe, ça sert à rien d'avoir un backup. C'est vraiment Ok, cette avec idée, ça. tu vois, que j'ai envie que les gens retiennent, parce que quand j'entends des gens qui disent « Ah bah moi j'épargne et je mets de côté en cas de coup dur, ah bon, et sur quoi t'as épargné? Ah bah une nouvelle crypto qui vient de sortir. » Ah frérot, vas-y, va au casino, c'est mieux. Non, mais t'as plus de chance. Non, au casino, tu mets sur le rouge, t'as une chance sur deux, tu vois. Alors crypto, ta nouvelle crypto, t'as une chance sur 100. Et l'autre point aussi, c'est, et on finira là-dessus, c'est, je ne crois pas qu'on peut s'enrichir rapidement. Ou tout au moins, parce qu'il faut isoler ce qu'on appelle les anomalies. Ça va arriver que quelqu'un, il a eu 2-3 bons coups, il a eu 2-3 bons flairs, il est peut-être extrêmement bon, puis il a fait un gros coup et grâce aux crypto, il a fait beaucoup d'argent et il te l'enseigne après. Ou grâce à peu importe la stratégie, que ce soit crypto ou autre chose, mais je ne crois pas que le vrai enrichissement se fait rapidement. Je pense que la variable temps est celle que les gens négligent le plus, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou ailleurs, d'ailleurs, dans tout. On parlait la dernière fois de l'échec, je pense qu'il y a trois composantes qui sont indispensables pour réussir. Le temps. Tu ne pourras jamais réussir si tu ne mets pas le temps. Et le temps, c'est pas 3 mois. Il faut mettre le temps. Tu es aujourd'hui là où tu es parce que tu as 15 ans derrière toi. Il y a la douleur. Je ne pense pas que tu peux réussir à faire quoi que ce soit sans passer à travers des épreuves. J'aime souvent dire que tu ne peux pas accoucher d'un enfant sans passer à travers 9 mois de grossesse et 5 ou 6 heures de douleur d'accouchement. Et donc, la douleur, le temps, donc la patience. Et le dernier élément, c'est d'avoir des échecs. Maintenant, on pourra discuter de ce qu'on appelle les échecs, mais c'est d'avoir des challenges, des choses sur lesquelles tu te trompes, tu te réajustes, tu réapprends, tu recommences. Si tu ne passes pas à travers ces trois choses-là, tu ne pourras jamais réussir. Et quand je parle de vraie réussite, pas le coup d'un soir qui marche. Non, non, mais on a des exemples de gens qui ont réussi très vite et machin. C'est juste qu'il faut que les auditeurs comprennent que c'est une anomalie, que c'est pas la normalité. On prenait cet exemple quand on parlait au téléphone de gens qui ont réussi sans études. C'est la réalité. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont réussi sans études. Mais sur 100 mecs qui n'ont pas fait d'études, t'en as 95 qui sont brocs. Par contre, sur 100 mecs qui ont fait des études, t'en as 95 qui ont une vie normale. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et on va même rajouter par-dessus, même ceux qui ont réussi sans faire des études,
quand ils montent des grosses boîtes, qui est-ce qu'ils vont embaucher comme chef d'entreprise? Non, mais évidemment. Des gens qui ont fait des études. Puis l'idée, c'est pas de dire que c'est pas fait pour tout le monde, les études. Il y a des gens qui vont réussir autrement. Mais par la étude, réalité, on parle d'apprendre. oui, c'est ça. La réalité, c'est qu'il faut avoir un minimum de connaissances. Il faut... Le fait on critique beaucoup l'école, mais la réalité, c'est que l'école nous apprend à structurer nos pensées, à avoir les bases, l'arithmétique, la lecture. On parle des 3 R en anglais, donc bref, je m'en souviens plus. Bref, les calculs, l'arithmétique, le raisonnement, savoir écrire, ces choses-là sont indispensables, au fait. Et la personne, le gars qui a réussi à 15 ans sans jamais faire d'études, qui est dans sa Lamborghini, premièrement, est-ce qu'il a réellement réussi? Deuxièmement, est-ce que c'est périn sur le long terme? Et troisièmement, est-ce que ce n'est pas une anomalie? Il ne faut pas que ça devienne le modèle. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on voit beaucoup, mais les réseaux sociaux, tu sais, c'est pas la vie, mon frère. Non, mais c'est important peut-être comme phrase de fin. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu le vois toute la journée sur ton feed que ça représente la vie. Parce que la réalité, c'est que tu prends les 500 plus grosses fortunes de France. Je suis désolé d'être franco-français parce que voilà, tu prends les 500 plus grosses fortunes de France, t'en as pas un qui s'est enrichi avec le Bitcoin. Hein. non, mais c'est la réalité. Non, mais c'est la réalité. Tu prends, prenez-vous dans votre entourage les 10 personnes qui, selon vous, ont le plus réussi. Vous verrez que souvent, il y a des points communs. C'est ils se lèvent tôt et ils travaillent dur. Souvent. Alors, t'en as peut-être un qui. Bah, ok, mais je sais pas pourquoi on se focus tout le temps sur celui qui plutôt que sur ceux qui. Peut-être pas pour pas sortir de sa zone de confort. Parfait. David, un gros merci. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Et surtout, comment tu peux les aider justement dans cette philosophie que tu as de pousser les gens vers acquérir le bon véhicule? Écoute, ils peuvent me retrouver sur les réseaux sociaux. Je veux pas faire le mec genre ouais, vous pouvez m'écrire, je vous réponds et tout. C'est pas vrai. C'est des community managers qui répondront. En revanche, ils répondent à tout. Les community managers qui répondent chez moi, c'est des gens qui sont formés par moi. Et j'essaye de donner le maximum d'outils et d'infos sur mes réseaux sociaux. Profitez-en, c'est gratos. Voilà quoi. Donne-nous le nom de ta boîte, justement, qui aide les gens à faire des acquisitions. Broman & Car. Broman & Car, parfait. Broman & Car. Un gros merci. Merci, Très content de la frérot. conversation. Ouais, moi aussi. Merci. Cool. Merci d'être venu jusqu'ici.